bienvenue sur RVL. Aujourd'hui, c'est une traversée fictionnelle à travers les hautes sphères de l'Élysée, avec des éléments peut-être pour le moins crédibles. Nous recevons donc l'écrivain Pierre Maraval pour son roman de politique fiction Main basse sur l'Élysée. Alors, Pierre Maraval, sur la 4e de couverture de votre livre, nous apprenons que vous êtes né à Castres en 1950 et que vous êtes un artiste éclectique. 2 points, peintre autodidacte, vous faites vos premières expositions à New York et votre travail intellectuel mixe la photo numérique, l'informatique et le film. Ouh là là, qu'est-ce que c'est conceptuel. Pierre Maraval, vous avez aussi réalisé des documentaires et un long métrage qui s'appelle Black et qui, comme vos documentaires, sont consacrés au pays de Cuba, à l'île de Cuba. L'île qui est un pays de Cuba. Bref, Main basse sur l'Élysée est votre premier roman, et Main basse sur l'Élysée a une particularité, c'est-à-dire que vous expliquez dans l'introduction de ce livre que vous aviez entrepris un travail sur l'Élysée, etc., et au cours de dîner vous l'aviez fait connaître, etc., et c'est par ce biais-là que le personnage qui s'appelle Gorge Profonde dans ce film vous a contacté par un flux internet, c'est-à-dire par mail, mais que vous ne pouviez y répondre. Donc il y a un petit mystère dans votre roman de politique fiction, c'est-à-dire que vous avez un informateur qui est crédible, mais au-delà de crédible, qui est réel, selon vous, enfin si on vous croit. Et maintenant, la première question que j'ai envie de vous poser pour commencer cet entretien, c'est à votre avis, qui est Gorge Profonde ? Je voudrais juste dire une chose par rapport à ta présentation, c'est que je ne suis pas écrivain. L'écrivain Pierre Maraval, je ne suis pas écrivain, j'ai écrit un roman. En fait, c'était un livre à l'origine, un scénario de film, puisque j'ai fait des films, c'est dans ma logique. J'avais pas prévu d'écrire un livre, mais c'est devenu un livre parce qu'on n'arrivait pas à en faire un film. Maintenant, je ne prétends pas être écrivain, ça serait peut-être insultant pour les vrais. Ouais. Non, mais en plus, on se connaît pas, mais on a bouffé ensemble avant de se rencontrer de faire cet entretien. Et je sais que t'aimes la littérature, donc je pense faire un lien entre ce que t'es en train de dire et voilà. D'accord. Alors, je repose la première question. À ton avis, qui est Gorge Profonde ? Ce qui est intéressant, c'est que j'en sais absolument rien. À mon avis, c'est une femme. Ce qui se passe, c'est que quand je décide d'écrire un roman sur l'histoire de 3 hommes de droite qui se battent pour la conquête de l'Élysée en 2007, je commence en 2003 ou fin 2003, début 2004. Et à ce moment-là, je suis vraiment dans l'anticipation totale, mais je trouve intéressant la situation en France de ces hommes qui sont tous en posture pour conquérir ou reconquérir le pouvoir suprême. Et ça m'amusait d'essayer d'imaginer ce qui se passe là. Donc comme je me suis renseigné, j'ai lu, je suis très passionné par la politique. À l'époque, je réalisais une exposition de photos où il y avait beaucoup de gens de la politique, de très haut niveau. Exemple ? François Hollande, Marie-Georges Buffet, Noël Mamère, Alain Juppé. Je croyais que c'était des photographies de femmes. François Hollande, c'est pas une femme quand même. Non, je fais pas que des photographies de femmes. Je fais des photographies chaque fois avec 1000 portraits et il y a des thèmes divers. D'accord. Mon thème favori, c'est les femmes, mais là, en l'occurrence, c'était des gens qui ont participé depuis 20 ans à la lutte contre le sida. Donc, tu vois, il y a énormément de politiques et ils défilaient les politiques. Ouais. Et je te parle là des connus, j'en ai mentionné quelques-uns, il y en a plein d'autres. Et Bertrand Delanoë, il y a Anne Hidalgo, il y en a plein de tous les côtés. Plus plein de députés, etc. Et moi, je racontais que je suis en train d'écrire un scénario sur ce qui va se passer à l'élection présidentielle. Donc dans les dîners, comme tu le dis dans le bouquin. Non, mais même dans le travail, quand je les recevais pour faire leurs photos, qui venaient avec leurs assistants, tout ça, je travaillais à l'hôtel de ville, j'étais au cœur du système. Oui. Et il y avait sans arrêt des gens qui passaient. Simone Veil, je lui racontais, je la connais un peu, je lui racontais, voilà, je fais ça. Et à tous. Tu faisais des touches journalistiques, quoi, en fait. Non, disais, c'est même pas ça, c'est que. M'informer, peut-être non, aussi. non, même pas. Les gens venaient, ils viennent pour faire la photo, on bavarde 5 minutes. Ils ont plus ou moins de temps. Ceux qui restent un peu, je leur dis, voilà, je m'amuse moi aussi avec la politique. Je les informer. Et un jour, je commence à recevoir des mails. Alors le premier. Commençons par le premier. Qu'est-ce que disait le premier mail ? Le premier mail, il me donnait des précisions sur l'ambiance à l'Élysée. L'ambiance à l'Élysée, 3 ans avant l'élection présidentielle, c'était déjà une ambiance de crépusculaire, on peut dire.
C'est-à-dire qu'il y avait apparemment une ambiance à l'Élysée de préparation de l'après-présidence Chirac. Quelle est la préoccupation ? On savait, tout le monde sait, qu'il risquait d'avoir des problèmes avec les juges, etc. Donc c'est le thème abordé. C'est à l'Élysée, il y a une ambiance, grosso modo, déjà, il y a les rats qui commencent à quitter le navire, il y a ceux qui étaient proches du pouvoir qui commencent tu sais, il y a un moment donné où il y a plein de gens qui sont allés se placer du côté de Sarkozy, du côté de Villepin, de soutenir pour se placer pour l'avenir. Donc il y avait déjà cette ambiance-là. Et le premier mail me décrit cette ambiance. Là où je trouve ce mail intéressant, c'est que la personne qui me l'envoie paraît connaître les lieux. Elle paraît connaître les gens intimement. Donc tu les connaissais toi-même, les lieux, alors pour... Non, moi je suis jamais allé. Je suis allé à l'Élysée une fois. Je suis allé dans un bureau. Je suis jamais rentré dans la façade ou l'aile du palais où se passent les choses. Franchement, je connais pas l'Élysée. Moi, je connais rien. Non, mais par contre, non, mais quand quelqu'un te dit, voilà, il y a une scène qui s'est passée dans le salon Argent. C'est le secrétaire général de l'Élysée qui a reçu un tel endroit, tu te dis bon, il y a quelqu'un qui sait là de quoi il s'agit. Tu vois, il y a une description topographique. Il y a quelqu'un qui est familial des lieux. Il y a quelqu'un qui a l'air familier des lieux, des gens, et qui a l'air de savoir ce qui s'y passe. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis j'oublie, tu vois. Et puis une semaine plus tard, ou 15 jours plus tard, j'en reçois un deuxième. C'est une adresse, l'expéditeur, c'est une adresse Hotmail complètement bidon. Invérifiable évidemment, n'importe qui peut ouvrir une adresse sur Hotmail dans un anonymat total. Donc je prends le deuxième mail et je le trouve encore plus intéressant. Je me souviens plus dans quel ordre ils sont arrivés, puisque j'ai réadapté après, mais ça a duré 6 mois, donc j'en ai reçu en tout une bonne trentaine. Ouais, alors 6 mois, trentaine, ça fait combien par semaine? Je sais pas, j'ai pas compté, mais bon, c'était par semaine environ. Ouais, mais c'était pas un par semaine. Tu vois, de temps en temps, il y en avait un, puis il y en avait un deuxième la semaine suivante, et puis il se passait 3 semaines sans qu'il y en ait, et après il y en avait 3 en rafale. Enfin, c'était un peu au feeling comme ça. Okay. Et simplement, il s'est avéré au cours des lectures de ces mecs que j'ai reçus sur une période de 6 mois que la personne apparemment était une femme. Elle parlait d'elle comme d'une femme, en tout cas. Bon, ça peut être un maquillage, mais elle parlait d'elle au féminin quand elle disait je. Et elle s'exprimait, il y avait réellement une sensibilité féminine à mon avis dans l'approche. Tu remarques ça comment, qu'il y a une sensibilité féminine, toi? Ben, je sais pas, tu t'arrives pas à le faire, toi? Si, mais chacun ses trucs, hein. Enfin, moi j'ai pas l'impression, je ne dis pas que c'est une science. Tes trucs, toi? Mais j'ai pas l'impression que c'est une science exacte, mais j'ai l'impression de le sentir. Ouais, tu le ressens. Si quelqu'un t'écrit, tu peux te douter, même anonymement, tu peux savoir si c'est une femme ou un homme. Et alors toi qui aimes bien la littérature, là, c'était quel style? Le style était pas très passionnant. Énarque, là? Non, je dirais pas énarque. Il y avait beaucoup d'informations, c'était pas mis en forme d'une façon formidable. Donc j'ai réuni tout ça, moi, les informations, pour en faire des mails qui sont dans le livre de quelqu'un qui est enjoué, qui a beaucoup d'humour, etc. J'ai essayé. J'ai essayé en tout cas. Pas totalement. Il y a des passages que j'ai pris tels quels, ceux qui étaient bons. Puis le reste, j'ai adapté. Donc mais j'ai essayé d'écrire différemment le ton des mails. Et je me suis fait aider par quelques amis pour rédiger ça sur l'ambiance, sur le truc, et par des amies femmes qui me donnaient leur avis sur comment elles auraient exprimé telle ou telle idée. Alors justement, là, je vais y revenir, là, la sensibilité féminine, le style, pas forcément terrible. Ça t'a fait penser à personne ou à un profil particulier peut-être? Non, il y a plein de gens qui ont été évoqués. On a cherché. Claude Chirac. Non, mais Claude Chirac, pourquoi elle m'enverrait des mails pour dire du mal d'elle? Bernadette pareil, Chirac. Parce que je veux dire, les femmes Chirac en ont pris plein la gueule à ce moment-là. Ouais. Donc, non, mais moi, et le si clan. Si t'écrivais à quelqu'un, tu pourrais dire du mal de toi. Dans les mails, on décrivait les Chirac comme le clan de l'Élysée ou la mafia de l'Élysée. Mafia de l'Élysée, carrément. Dans les en Sicile, en France. Dans les mails, c'était ça. Ouais. Bah, est-ce que c'est crédible de dire que c'est une mafia quand même, les Chirac? C'est un peu gros. Pourquoi tu rigoles? Il y a l'orage qui se déclenche. Coïncidence littéraire. La main de Dieu qui vient interrompre. Alors plus sérieusement, donc le gorge profonde serait proche de qui?
Ce qu'il faut préciser par rapport à tout ce qu'on vient de dire, pour des gens qui seraient pas au courant du livre, il faut préciser que dans le livre, je ne parle pas de Chirac et de ce genre-là. Je parle d'un président qui s'appelle Journiac. Il lui ressemble furieusement, mais c'est une fiction que j'ai écrite. Je ne prétends pas avoir fait quelque chose sur la famille Chirac. Je ne les connais pas, je les ai jamais rencontrés. Ouais, enfin, sauf que tu connais Borges, ce célèbre écrivain aveugle qui disait que toute personne qui travaille sur la fiction sérieusement, s'il ferme les yeux et qu'il se concentre, il va, comme par un don de voyance, enfin c'est des choses qui ont été vérifiées dans l'histoire, qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont réussi à prévoir des choses alors que ce n'étaient que des simples poètes qui vivaient dans la solitude, et Borges a comme ça cette espèce de théorie mystique de l'univers où un type seul qui se plonge dans quelque chose va réussir à prévoir des choses. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que tous les artistes sont d'une façon en train de prévoir quelque chose souvent, et ça colle à la réalité plus ou moins. Mais il ne faut pas prétendre faire un travail journalistique et dire voilà, là je vais vous raconter, ou un travail d'historien, vous raconter la vie des Chirac. Moi je raconte pas la vie des Chirac. Je me suis inspiré d'une situation qui est la situation du pouvoir en France à droite, c'est-à-dire Chirac, les ministres de l'Intérieur, Villepin et Sarkozy. Les trois personnages principaux. Les trois personnages principaux. Je m'inspire de cette situation à la française. J'essaie d'être le plus près possible de la réalité. Oui, mais d'une certaine façon, je ne peux pas prétendre que je suis en train de faire un travail ou journalistique ou historique, parce que d'abord j'invente des tas de choses, des tas de situations, etc. Simplement, c'est un genre où je suis à la limite de la réalité sans arrêt. Et souvent, la fiction permet de dire des choses que la réalité ne permet pas. Enfin, cela dit, j'ai bien compris tout ce que tu viens de dire, mais dès le début, pour rebondir avec ce que tu viens de dire, comme quoi ils peuvent leur ressembler furieusement, pour reprendre ton adjectif, excuse-moi, Marconi, c'est que des éléments qu'on ait une connaissance des médias et de leur représentation médiatique, mais c'est des portraits qui sont plus que crédibles. C'est-à-dire que tu donnes des éléments. Voilà, le mec il fait du jogging, il a une chemise blanche, etc. C'est comme à la télé. Et alors l'adjectif furieusement te paraît pas suffisamment fort pour exprimer la ressemblance? Furieusement penser à Sarkozy. Ouais, furieusement c'est quand même assez fort. Oui, c'est assez fort, c'est assez fort. Non, j'assume. Bon, tu assumes. Donc la matière première de cet ouvrage, c'est les mails de Gorge Profonde. La matière première de l'ouvrage, non. La vraie matière première, c'est mon idée de faire une anticipation sur ce que serait la situation politique à droite en France en 2007, quand je l'écris il y a 3 ans. Après, Gorge Profonde intervient d'une façon secondaire, mais elle apporte une matière tellement importante à un moment donné que je l'inclus dans le récit et j'en fais un narrateur comme moi d'une certaine façon, puisque ces mails sont séparés de mon roman à moi. Alors on va rentrer maintenant dans la problématique. Attends, moi j'aimerais quand même bien insister. Vas-y. Pierre, d'après toi, de qui Gorge Profonde est-elle proche? Ah oui, politiquement, à ton avis, tu la situes où c'est certainement une femme de droite, ouais. Parce qu'elle a l'air de bien connaître cet univers. Elle a l'air, d'après ce qu'elle a dit, mais j'ai un peu brodé dans les mails, elle a l'air d'être plutôt du côté de Sarkozy. D'ailleurs, si elle m'a influencé ou si elle influence le livre, il est clair que le personnage qui s'en tire le mieux dans ce roman, c'est Sarkozy. C'est celui qui a l'air tu vas pas voter Sarkozy, toi? Moi, je vote pas. Ouais, c'est vrai, tu votes pas. Mais si tu votais, tu voterais Sarkozy? Peut-être. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Ah, t'es un sarkozyste, en fait. Non, mais si tu veux, je pense que on est dans une situation où il faut dépasser un peu tous les clivages politiques traditionnels. C'est pas le problème là dans ma question, c'est juste. Ouais, non, mais c'est une vraie réponse. Je pense que cette fois-ci, il y a un cap à prendre, et si on le prend pas, on risque d'être largué pour longtemps. Je me baserai sur l'homme. Ouais. Quand je le vois, j'ai l'impression que cet homme est intelligent, ça qui couvre attends, qu'il couvre un domaine un important champ de compétences, qu'il a des points de vue qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur un ensemble de choses très vastes, et on sent qu'il y a une vraie réflexion derrière sur tous ces domaines-là. Alors que parfois les autres candidats, tu sens que sur certains domaines, on les a briefés, ils font état d'une sorte de rapport qui a été fait, ils disent leur fiche. Le mec, il est réactif sur beaucoup de choses, et il a des prises de parti. Je voudrais pas
me prendre pour André Glucksmann, mais Sarkozy, il a des prises de parti sur la politique internationale qui me passionnent, alors que cette campagne paraît très... pour être très franc, la campagne qu'on est en train de vivre, elle ressemble à peu près à une sorte d'adaptation au vote sur l'Europe il y a 2 ans. Le vote sur l'Europe il y a 2 ans, c'est notre petit nombril, on ne veut pas du plombier polonais, on a des problèmes de chômage. Alors c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que les gens souffrent pas de difficultés, mais elle manque un peu de souffle, elle manque un peu de spiritualité, un peu d'idéologie. Et il me paraît que Sarkozy est le seul qui de temps en temps sur des grands sujets prend des positions qui me conviennent. Donc, et toi qui parles de Sarkozy, je suis pas en train de dire que je suis sarkozyste, mais je suis en train de dire que si je votais, je pense que c'est celui dont le souffle m'entraînerait le plus. Alors je te pose une question. Toi qui parles de Sarkozy et de la politique internationale, qu'est-ce que tu penses de Sarkozy qui a son timbre à son effigie en Israël? Je sais pas au courant. T'es pas au courant? Mais c'est toujours flatteur d'avoir son timbre à son effigie. Ouais, enfin attends, c'est un peu délirant quand même. C'est comme si on avait un timbre à l'effigie de Chavez en France ou de Bush. Ce serait un peu bizarre. On remarque qu'il y a des t-shirts de Chirac. Non mais attends, des t-shirts, c'est pas des timbres, c'est pas l'État. Et il te semble pas qu'il y a un lien plus précis entre Sarkozy et Israël qu'entre Bush et l'Auvergne? Attends, ok, d'accord. Mais si on continue dans ce terrain-là, on va refermer la parenthèse ensuite. Moi, je trouve ça délirant qu'un homme étranger soit dans la poste, c'est-à-dire le timbre qui sert à envoyer le courrier à l'effigie de Sarkozy. Eh bien, moi, je vais te dire une chose. Si on avait des timbres à l'effigie de Elvis Presley, je ne serais pas mécontent. Ouais, mais Elvis Presley n'est pas un homme politique. Alors, des timbres à l'effigie de Al Gore. Tu serais pas mécontent? Non. D'accord. Je m'en fous, moi, qu'on ait des timbres avec Marianne dessus, je m'en tape. Ouais, non, mais moi aussi, je m'en tape. Mais simplement, c'est pas le même symbole. C'est un constat comparatif. Et si Marianne, c'était une superbe geisha japonaise, j'en serais ravi. Ah oui, mais c'est parce que t'aimes bien te faire laver par les femmes, ça c'est autre chose, on va pas rentrer dans ton intimité. J'espère bien. Alors, ce que je voulais dire, moi j'avais quand même une question. Attends, je finis juste sur Sarkozy et la politique internationale, et après on va refermer la parenthèse et on va reprendre ton bouquin. Aujourd'hui, les ennemis de Sarkozy, si on fait une synthèse, par rapport à la politique internationale, soyons clairs, c'est de dire que Sarkozy, tu viens de parler d'Al Gore, Sarkozy c'est le type qui est Bushot compatible. C'est-à-dire que c'est en gros le type qui va voir l'AIPAC, le lobby juif aux États-Unis, qui va serrer la main de Bush en disant que son gouvernement a été c'est vraiment très mal comporté par rapport à l'Irak. Le gouvernement français. Le gouvernement français, excusez-moi. Voilà. Je pense pas que Sarkozy était. Enfin, je veux pas le défendre ici, mais je pense pas qu'il ait pris parti pour la guerre en Irak, Sarkozy. Pourquoi il allait serrer la main de Bush et c'était scandaleux ce qu'ils ont fait. Attends. Alors, si tu veux aller dans ce genre de scandale, t'as tous les jours des hommes politiques français et des hommes d'affaires français qui vont serrer la main des Chinois. Alors, il faut voir ce qu'il y a derrière. Tu as le père Chirac qui a invité le président du Soudan au sommet africain il y a 1 mois et demi et qui hier a fait une lettre pour se scandaliser contre le Darfour. Je veux dire, attends, et Villepin qui s'oppose à la résolution de l'ONU pour intervenir au Darfour, il faut quand même pas déconner. Je veux dire, c'est permanent. Attends, ce genre de détails, c'est permanent. Le fait qu'un homme politique français aille serrer la main de Bush, ça n'a rien d'étonnant. Je veux dire, je suis sûr que si Maxime Grémetz va à New York et qu'il rencontre Bush, il lui serrera la pogne, enfin, déconnons pas. Alors attends. Tu vois, je veux dire... non, mais ça veut dire quoi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors, non. Il n'y a pas de signe de symbole fort pour je ne pense pas que ce soit Sarkozy ou n'importe quel homme politique au monde qui va aux États-Unis et qui va serrer la poigne de Bush soit en train de se dire solidaire de la guerre d'Irak. Parce que sinon, des solidaires de la guerre d'Irak, il en défile tous les jours à Washington, devenus de tous les pays du monde. Ça veut rien dire, rien. Ou tu prends position et tu dis je suis pour la guerre d'Irak et la politique que mènent les Américains dans le monde, ou tu prends pas. Et moi j'ai vu récemment Sarkozy s'insurger contre le protectionnisme américain, contre une forme d'impérialisme américain. Donc le fait qu'il ait serré la main de Bush quand il était aux États-Unis, moi ça me paraît anecdotique. Il a serré la main. Là son message a été retranscrit. Alors moi je lis la presse, la presse ment peut-être, j'en sais rien. La presse a rapporté il a serré la main de Bush et il a dit, ouvrez les guillemets, le comportement de la France dans cette histoire
d'Irak était scandaleux. Alors, on peut y aller. Si tu veux, ça n'est pas le fait que la France soit opposée à la guerre. Je pense que tout le monde était opposé à la guerre. C'est qu'il y a eu une forme de pratique dans les institutions de l'ONU où la France, avec l'histoire du veto, etc., a été sûrement un peu limite du point de vue institutionnel. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire. J'en sais rien. Il y a des gens qui le pensaient, en tout cas. Disons qu'il y a eu des maladresses dans la forme de s'exprimer. Tu sais, il y a un truc. Je ne sais pas qui a parlé de ça à cette époque. Il y a une forme d'élégance dans la guerre. Je crois que c'est dans la philosophie de la guerre japonaise ou en tout cas asiatique. Voilà, exactement. Où on dit qu'on doit laisser une porte de sortie à celui auquel on s'oppose, surtout quand on est en position de vainqueur. Et que la France, dans ce cas-là, n'aurait laissé aucune solution. Tu vois, donc peut-être on peut comprendre ça. Je pense pas. Non, c'est bien, il y a la pluie, là, on a l'impression d'être dans des tentes de camping. Ouais. Enfin, si tu veux, juger Sarkozy sur le fait qu'il ait serré la main de bouche et qu'il a dit que la position de la France n'avait pas été claire, ça mériterait être approfondi et je pense pas que c'est à moi d'en juger. Je dis simplement que si je devais voter, c'est l'homme qui me paraît le plus... Disons, je suis pas d'accord avec plein de ses idées, peut-être, disons, celle que tu viens d'évoquer, mais c'est celui qui me paraît le plus spontanément sincère. Ouais. J'ai eu juste une crainte récemment, c'est quand il y a eu un revirement dans son style, où il est devenu un homme plus posé, on a voulu nous le faire passer pour un homme un peu plus tranquille, un peu plus mûr, etc. Moi j'aimais bien le Sarkozy de certains discours, où il a une espèce de souffle, avec, on a l'impression en tout cas, des vraies convictions. Vu qu'on parle de Sarkozy, on va arrêter ensuite un petit peu quand même. On va passer à Villepin et Chirac, etc. Il y a un dossier, moi, où ça m'émeut un petit peu. C'est le dossier Sarkozy qui fait interdire la tribuca. Tu vois ce que c'est la tribuca ? Très bien. Alors, bon, c'est parfait. On va gagner du temps. Alors, la tribuca, pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, la tribuca est comme ça un regroupement de Noirs africains qui, on va dire, sont pas très disposés au métissage avec les Blancs, qui prônent le retour en Afrique et qui, en gros, sont dans un combat... raciste et antisémite et raciste. Ouais, enfin, grosso modo. Antisémite, anti ce qui est pas eux, quoi. Anti-blanc. La supériorité du peuple kémite. Voilà. Alors, il y en a comme il y en a partout des comme ça. Laisse-moi finir la présentation de la question. Donc Sarkozy fait interdire la tribuca. Le site internet propose une dissolution. Là, le mec de la tribuca est en tôle parce qu'il a fait de la provoque devant des flics, etc. Et à côté de ça, nous avons quand même petite comparaison, moi qui m'amuse, qui me fait rire jaune, c'est que la Ligue de défense juive, que je n'irai pas par quatre chemins, pour moi c'est un peu l'équivalent de la tribuca en juif, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont comme ça dans une extrême droite. Il y en a partout, des abrutis. Mais c'est pas le problème, abruti ou pas abruti. Là, le problème, c'est que Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur, a loué ses locaux à la Ligue de défense juive, qui s'entraîne dans ses locaux. Ça a été révélé par France 2, complément d'enquête, en 2004, septembre. Et ça n'a fait aucune vague dans les médias. Ma question maintenant, elle est simple. On parlait des États-Unis tout de suite. Où je veux en venir, c'est pourquoi interdire l'un et pas l'autre ?
à votre avis, alors vous qui pourrez voter Sarkozy, moi je ne pourrais pas voter Sarkozy à cause de ça. C'est-à-dire que c'est un comportement raciste pour moi. Moi, j'ai pas dit que je pourrais voter Sarkozy. J'ai dit que si je devais voter, je voterais sûrement pour l'homme qui me paraît avoir le plus de conviction. Je suis pas en train de dire qu'il est parfait et des imperfections et des choses injustes et totalement scandaleuses. Même, il a dû en accumuler comme tous les autres. Simplement, c'est vraiment une position impressionniste que je donne. Moi, si je devais voter, je voterais pour lui. Et ce que je viens de dire là, ce que tu viens de dire, si c'est vrai, ça paraît un peu bizarre, mais tu dis qu'en 2004, il a autorisé la Ligue juive. Non, mais c'est pas en 2004, c'était avant. C'était avant, et la tribu K, il l'a interdit très récemment, je suppose. Ouais, mais il a pas interdit la défense juive très récemment. Ouais, mais à la suite de quoi on a interdit la tribu K? Ils ont fait une descente rue des Rosiers, que je sache. Ouais, et la Ligue de défense juive des descentes, elle en fait pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, non, mais laisse-moi te dire ce que j'en pense. Okay. J'ai l'impression que la presse a beaucoup médiatisé l'histoire de la rue des Rosiers. Ouais. Tu sais comment c'est dans la politique, on réagit à ce qui paraît sensible. C'est-à-dire notre conversation là, comme elle est relativement intime, elle dérangera personne. Si on était sur TF1, peut-être il y aurait des réactions. C'est comme ça. Oui, sauf que enfin, là, tu es en train de me dire que les politiques réagissent à la presse, alors que moi, qui travaille quand même dans la presse depuis quelques années, je peux te dire que la presse réagit plus aux politiques. La preuve en est, c'est que tous mes amis journalistes qui auraient des choses à dire sur Sarkozy me disent tous, je n'y vais pas parce que si Sarkozy est président, je perds mon boulot. Mais ça a été pareil à l'époque de tous les présidents, je crois, non? On est d'accord. Je te dis pas que c'est une exception. Ils ont couvert Mitterrand, je te dis pas que c'est une exception, je te dis simplement les histoires de Giscard, bon, tout ça sort après, et puis bon, c'est une tradition française, c'est un peu dommage. Ça veut dire si les journalistes ont pas de couilles, c'est leur problème. Ouais, enfin, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est justement ce que tu en pensais, parce que Julien, quand même, on a rappelé que tu avais fait un film Black qui concerne la communauté noire, enfin, ceux qui se considèrent comme faisant partie de la communauté noire à Cuba. Là, on est face à un 2 poids 2 mesures en France. Est-ce que même si on a bien compris que tu suis pas les objectifs de la tribu K, moi non plus, j'appartiens pas au peuple kémite. Quelle vision t'as sur cet événement, et puis non, mais qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je suis toujours, je pense que les gens ont le droit d'être fiers de ce qu'ils sont, de leurs origines, de leurs couleurs, de leurs différences, de leurs particularités. C'est pas parce que tu es fier de tes particularités que tu en tires une théorie qui va t'amener à descendre de rosier pour casser la gueule aux autres parce qu'ils te conviennent pas pour une raison ou une autre. Enfin, je sais pas. Je veux dire. Non, mais soyons précis. Non, mais soyons précis. Je sais pas. Enfin, ils sont montrés menaçants. Ils sont montrés menaçants. Mais disons qu'il y a des gens qui font des ratonnades. Il y a des gens qui, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui parce que les gens sont d'une autre tribu, ils se massacrent entre eux ou Moi, personnellement, je trouve qu'on a le droit d'être fier de ce qu'on est. C'est pas une raison pour en tirer une sorte de morale pour des actions violentes ou pour des actions qui tendent à l'exclusion des autres. Être fier de soi-même, ça ne veut pas dire ne pas accepter les autres dans leurs différences. Oui, là on était effectivement plus sur quelque chose, ils se sentaient menacés, on va dire. Voilà. C'est pareil pour la Ligue de défense juive, le discours c'est de dire, nous en tant que peuple juif, nous sommes menacés. Moi quand tu a tenu le même discours finalement. Quand tu dis j'ai fait un film qui s'appelle Black, je l'ai écrit avec des jeunes cubains et on l'a appelé Black parce qu'ils sont noirs. Qu'à Cuba, le fait de dire quelqu'un est noir, blanc, entre les deux, etc., c'est totalement admis. Bon, c'est comme ça. Un blanc, c'est un blanc. Un negro, c'est un negro. Moi, j'ai écrit avec des jeunes noirs. Ils voulaient parler de leur négritude. Ils en parlent souvent. Ils en sont fiers. Ils en souffrent aussi pour des raisons qui font qu'ils sont exclus de beaucoup de privilèges. Mais il n'empêche que je comprends parfaitement qu'on veuille se définir par ce qu'on est, par sa naissance, ses origines, etc. Et qu'on soit fier de ses origines, etc. Et moi, je suis prêt à admettre et à me mettre aux côtés de gens comme ces jeunes blacks cubains qui voulaient parler de leur négritude. Je les ai aidés à s'exprimer, moi, et c'est tout. Et je le ferai volontiers avec n'importe qui au monde. Je veux dire que ça soit des gitans, je ne sais pas, des munichois, ou je m'en fous, quoi. Tu vois, je veux dire, l'important, c'est de ne pas aller dans des théories d'exclusion. C'est ça qui est gênant, que les gens soient fiers d'eux, tant mieux.
Bon, alors Julien, t'as posé des questions très précises. Juste pour finir justement sur Sarkozy. Bah oui, parce que tout à l'heure on parle de politique, alors que moi mon roman c'est une fiction où on s'amuse beaucoup, qui est construite comme une sorte de polar, et bon c'est un peu rigolo, et puis c'est vrai que c'est une vision assez noire du milieu de la politique, mais c'est une fiction avec des. C'est aussi pour bien le comprendre, puisque tu nous as dit à l'instant, si jamais d'un point de vue impressionniste je voterais Sarkozy, parce que je suis d'accord avec lui sur plein de grandes questions. Alors juste pour clore peut-être cette parenthèse, est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux grandes questions avec lesquelles J'ai pas dit que j'étais d'accord avec lui. J'ai dit que j'avais l'impression qu'il avait pris des positions sur un certain nombre de grandes questions et qu'il avait une sorte de spectre de préoccupations vraiment large dans lesquelles il peut intervenir d'une façon qui me paraît spontanée. C'est ça qui me plaît. Tu n'es pas d'accord, c'est juste parce que tu penses qu'il est compétent. Je n'arrive pas à être d'accord intégralement avec un candidat quel qu'il soit. J'ai pas cette espèce d'adhésion militante qui fait que des gens ils vont acclamer un mec en disant je veux qu'il gagne. Jamais j'ai trouvé un candidat qui me satisfasse à ce point-là. Donc si en d'autres périodes j'avais été en mesure de voter, que ça soit pour Bill Clinton, Mitterrand ou je ne sais pas, le chancelier Schmitt, je ne sais pas si je l'aurais fait, quoi, parce qu'ils ont tous des problèmes, des casseroles, un passé, des prises de position. Tu sais, je veux dire, ce qu'on réalise pas, moi j'ai réalisé ça en écrivant ce livre, parce que j'étais jamais entré autant dans les problèmes de la politique. C'est excessivement compliqué. C'est un métier invraisemblablement compliqué, parce que tu as affaire à tout le registre de la vie, depuis les détails de la vie quotidienne les plus absurdes, genre où est-ce que les chiens vont pisser dans la rue, jusqu'à est-ce que je vais balancer une bombe atomique sur 300 millions de personnes. Je veux dire, c'est vachement compliqué comme métier. Tu vois que moi je vais te dire un truc. Si demain un mec, une espèce de star du journalisme va pas faire son journal télévisé parce qu'il se pète une guibole, le journal télévisé, il y a quelqu'un qui le remplace et on s'en fout. Alors le mec il se la joue, il se la pète, tu vois, je veux dire, tu as des animateurs de télé ou des gens comme ça, t'as l'impression que c'est les gens les plus importants du monde, mais s'ils font pas leur boulot, on s'en tape. Alors que, je veux dire, un mec de la politique, je te promets que il représente les gens, il s'affronte à des problèmes extrêmement concrets et à des problèmes aussi qui sont des problèmes culturels. Des problèmes, il faut avoir une vision à long terme, il faut gérer à court terme. Moi, je trouve ça un métier très très compliqué, et trouver un homme politique qui n'a pas fauté, qui a pas déconné à un moment donné dans son idéologie. Alors à l'époque de Jospin, c'était le mec vachement intègre. On est allé chercher le trotskisme pour lui, et pour un autre on ira chercher je sais pas quoi. Ils en ont tous. C'est impossible autrement. Et Mitterrand, c'était un mec d'extrême droite à l'origine. Tu vois, bon, alors, où ça s'arrête? Il y a un moment donné, tu dis voilà, moi, ce que j'ai, oui, précis. Oui, mais il a eu des accointances très précises avec l'extrême droite, avec ses amis. Non, mais tu sais qu'il y a des vichistes qui sont pas d'extrême droite et des oui, mais lui, qui sont pas vichistes. Oui, mais lui, il avait des amis d'extrême droite et il les a gardés longtemps Qui ça, après. Déjà eh bien, le mec qui est mort, là, je sais plus comment il s'appelait, Bousquet. Bon, il y a eu des choses comme ça. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que moi, devant ce phénomène-là, si je devais voter, je vais pas aller chercher le point précis où je suis en désaccord, parce qu'il y en aura toujours dans tous les sens, mais j'essaie de voir une sorte d'abord de souffle et de sincérité. J'ai l'impression que le mec, même s'il est irritant et énervant, à un moment donné, il est convaincu, il y a de la conviction, alors qu'il y a des gens dont tu sens le calcul. Ah oui, d'accord. C'est ça qui fait la différence pour moi, mais c'est purement impressionniste, et je peux me tromper. Sur Sarkozy, dire que la première qualité, c'est la sincérité. Je n'entends pas souvent. Ouais, non, mais j'avais une Et Le Pen, grande il est sincère pour toi ou pas? Il est extrêmement sincère, mais alors moi je le sens plus sincère. Je vais voter pour non, mais il est totalement sincère. Laisse-moi te répondre. Il est totalement sincère, mais lui, l'ensemble du champ de ses préoccupations et de ce qu'il dit est tellement loin de moi que je peux pas adhérer. Et je pense que les mecs d'extrême gauche sont sincères aussi, etc. Ça n'est pas avec ses chevaux, il est sincère. Oui, ça n'est pas que une qualité. Ça n'est pas la seule qualité, la sincérité. Il y a la sincérité, il y a le souffle. Hitler aussi, il était sincère. Il y a la sincérité, sûrement, plus que n'importe qui. Bah, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est pas une qualité forcément. Non, mais c'est bien ce que je dis. Ça n'est pas une qualité suffisante. Ouais. Mais une fois que les choses sont exprimées, les idéologies sont exprimées, etc. Quand tu sens que ces convictions sont exprimées
avec sincérité, c'est un plus. Alors évidemment, si c'est Hitler qui les exprime, c'est pas pareil que si c'est Léon Blum. Ça, c'est clair, quoi. J'aimerais bien une réponse au moins à ma question. C'est un point sur lequel tu es d'accord avec Nicolas Sarkozy. Un seul. Si tu me dis il n'y en a aucun, je dis bon, d'accord. Sur le fait que l'Europe devrait revoir sa position par rapport à l'euro et que l'euro devrait être une monnaie qui devient une arme et non pas un handicap. Je suis totalement d'accord avec lui. Je crois que là, il y a un vrai problème de concurrence sur les marchés internationaux avec un problème le problème d'un euro fort qui est considéré comme une espèce de monnaie emblématique alors que ça devrait être un outil de défense du consommateur européen. C'est-à-dire, je m'en tape un peu du consommateur européen. Je suis très heureux quand il y a des Cambodgiens ou des Africains qui gagnent un peu de blé parce que on arrive à leur refiler quelques trucs à fabriquer. Hein, ça me dérange pas. Mais il n'empêche que d'un point de vue de la gestion politique, il y a un vrai problème au niveau de l'euro. Et Sarkozy s'est placé très nettement là-dessus. Il s'est placé aussi très nettement contre, par exemple, l'action de la Russie en Tchétchénie, ce qui me paraît un très bon point. Des choses comme ça qui me le rendent... oui, il y a mais il y en a plein des points où on pourrait trouver... Cela dit, il y a plein de points où je pourrais me trouver en accord avec les autres candidats. T'es pro-construction européenne, toi, hein? Écoute, ça n'a pas grand intérêt, mon avis là-dessus, mais plutôt, oui. Non, mais pour qu'on comprenne ce que tu dis. Non, mais je trouve le repli... les souverainistes, ça te fait chier, qui veulent sortir la France de l'Europe. Non, mais moi, personnellement, je me sens ni français, ni même européen. Je veux dire, quand je rentre du Cambodge, quand je suis... Mais c'est une formule un peu bab et un peu con, citoyen du monde. Mais réellement, moi, quand je vois... je sais pas, un chômeur du Maine-et-Loire en train de se plaindre qu'il y a des plombiers polonais qui viennent chez nous, que pour moi, qu'ils soient polonais, cambodgiens ou autres, je m'en tape un peu. Ce que je voudrais, c'est que tout le monde arrive à vivre un peu correctement et pas simplement à préserver nos privilèges. On est quand même des sociétés extrêmement privilégiées et je pense qu'il est normal qu'on se préoccupe de notre vie à l'interne, mais je veux dire, ça suffit pas. On peut pas passer notre vie à se regarder le nombril. Et donc, je te dis que j'ai vécu à Cuba longtemps, je rentre du Cambodge, à peu près à 4 ans à Cuba, quand je suis dans des pays pauvres comme ça, je ne pense pas a priori aux plombiers du Maine-et-Loire, aux chômeurs du Maine-et-Loire. Je suis aussi proche. Et quand, tu vois, ce qui me choque, c'est quand on te dit, il y a une guerre
il y a une guerre à tel endroit, c'est juste à 2 heures de chez nous. Parce que s'il y a 300 000 morts dus à une guerre raciste, à un génocide, si c'est à 12 000 kilomètres, c'est moins grave. Où il est qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, j'habite dans le 8e arrondissement. S'il y a un attentat à côté de chez moi, ça me fait de la peine. Et puis si c'est dans le 16e, j'en ai rien à foutre. Mais enfin, je veux dire, où on est là, quoi. J'ai envie de te questionner sur le 11 septembre, là, parce que ça me fait penser au 11 septembre 2001 où, tu sais, on a vu toi qui fais du cinéma, on a vu ces images comme tu vois, un film hollywoodien qui passe en direct et en boucle, surtout pas en direct. Il y a aucun film hollywoodien qui avait cette puissance-là, aucun. Alors, première chose. Deuxième chose, on nous fait passer ça en boucle, etc. Alors, c'était quoi le 11 septembre? C'est 3000 morts, à peu près, je crois, les chiffres officiels. Pour rebondir, enfin, ça m'y fait vraiment penser, c'est-à-dire que là, c'était pas une question de 50 km, 300 km ou 45 000 km, c'était une question que c'était l'Occident, c'est-à-dire la puissance phallique du World Trade Center, c'est-à-dire tout ce monde financier qui était touché. Et c'était horrible, tous ces gens, on a dit c'est la fin du monde, etc. Alors que partout dans le monde, avant et encore après, il y a eu des choses qui se sont passées, notamment de par l'armée américaine, qui a fait beaucoup plus de morts, sauf que c'était moins spectaculaire, sauf qu'il y avait pas forcément les images, etc. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu fais un lien comme je suis en train de le faire en t'écoutant? Écoute, j'ai ressenti ça avec une tristesse infinie. J'ai habité à New York à la fin des années 70 et ces 2 tours, je les ai vus presque tous les matins pendant 3 ans de ma vie. Ah oui. Je les aimais beaucoup, esthétiquement. Ouais. Et quand je les ai vus tomber, j'étais triste. Mais tu vois, là je rentre, j'étais à Singapour il y a une quinzaine de jours. À Singapour, il y a un front de mer avec des très très hauts immeubles, très serrés comme ça, c'est magnifique. Je pense que si demain je vois des avions tomber dedans et qu'il y a des attentats et que ce sont des Singapouriens qui meurent et non pas des Américains, je serais aussi triste. C'est pour moi une atteinte. De toute façon, tous les actes de guerre, les actes criminels sont d'une tristesse infinie. Il se trouve que là, c'était à un niveau grandiose, spectaculaire, parce que vu l'esthétique de la chose, la puissance du direct, mais je pense que je serais aussi triste de voir un tremblement de terre en direct, à part que souvent on les voit pas. Je veux dire, tous ces actes de destruction sont terribles à voir. Moi, c'est pas parce que c'est l'Occident que, tu vois, bon, après, il y a des gens qui ont conclu que c'est une attaque contre l'Occident. C'est pas ça qui m'a touché, moi, personnellement. D'accord, bon, on va revenir un petit peu. Je me sens plus proche de Montesquieu que de Jean-Marie Le Pen. Oui, ok. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'humanité qui compte. C'est pas mon voisin le plus proche ou mon frère ou mon cousin. C'est, tu vois, c'est une attaque contre l'humanité. C'est débile. La relation que je viens de faire quand tu es parti sur. Je suis dans le 8e arrondissement. S'il y a un truc à 3 km, c'est beaucoup plus grave que s'il y en a un truc à 500. Bien sûr. J'ai essayé d'étendre le débat par rapport à Occident, Orient, tu vois. Tu as raison. Mais pour moi, je te dis, je me sens pas appartenir suffisamment ou fier d'appartenir suffisamment à quelque chose. Je suis un peu une sorte de néant social. Donc j'ai cette chance d'aimer l'ensemble et pas particulièrement ce qui me concerne. Ok, bon, parenthèse fermée, on va revenir un petit peu à main basse sur l'Élysée, donc ton roman de politique fiction qui devait être un film, etc. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, en film, ça aurait été bien meilleur. Parce que je pense qu'il y avait vraiment matière à se marrer avec des bons acteurs qui auraient joué les types, ils auraient été, je sais pas, maquillés, etc. Et je pense qu'il y avait une vraie comédie, une comédie un peu à l'américaine, c'est-à-dire cynique et sérieuse. Et je pense que tu le regrettes, non, de pas l'avoir fait en film. Oui, parce que le film a plus d'impact de toute façon, même en publicité d'une certaine façon. Et ça aurait été un grand bonheur faire un casting. D'ailleurs, j'ai fait à un moment donné un casting idéal qui n'est pas du tout réaliste, mais un casting idéal avec quelques amis. Et j'aurais eu un grand bonheur à voir Alain Delon jouer Jacques Chirac ou Christian Journiac dans mon film. Et comme il est supposé être proche de Jacques Chirac, imaginez le parallèle entre Chirac et Delon. C'est pas délirant. C'est pas délirant, car sont 2 très beaux mecs quand ils étaient jeunes.
qui arrive à un âge à peu près similaire, c'est-à-dire 70 ou aux alentours de 70, avec le même vide dans le regard, une sorte de désarroi. Tu sais que je trouve ça intéressant. L'acteur préféré de Delon, c'est Brando, je crois. Et, moi aussi. Et toi aussi. Mais Chirac, non, il est plus sumo que Brando. Ouais, non, mais moi je trouve que Brando c'est un super acteur. Ouais. Même s'il a le mépris des acteurs. Bah, peut-être c'est ça qui le rend intéressant. Alors, attends, je continue. Donc, t'as répondu à la question avant que je te la pose, en fait. Donc, tu voyais qui ensuite entre Marconi et... Marconi, qui est supposé ressembler à Sarkozy, c'était un peu difficile, mais il y a quelqu'un qui a une sorte de nez tordu intéressant comme ça, c'est Daniel Auteuil. Il est peut-être un peu trop âgé, mais il était intéressant, Daniel Auteuil. Il est moins nerveux aussi. Oui, mais un bon acteur, un bon acteur, il se sublime, oui. Mais il est, Et pour Villepin, c'est un peu plus difficile parce qu'il a une espèce de carrure et de taille, mais il y a Jacques Weber, par exemple. Et Philippine Lebel, là, qui est... Philippine Lebel, c'est Ségolène Royal, ouais. Bon, il est rigolo, le pseudo Philippine Lebel, mais elle a une présence tellement petite dans le livre que j'ai même pas essayé d'imaginer. Ouais. Bah, elle gagne l'élection quand même à la fin. Elle gagne l'élection, mais elle n'a pas un personnage. En même temps, elle la gagne sans la gagner. Enfin, ouais, pas tout défleurer, il y a un suspense. Non, mais en fait, si tu veux, à un moment donné, comme je dévoile le résultat de l'élection présidentielle, il fallait prendre une décision. Et je n'ai pas pris une décision en fonction du fait de prédire, je vais vous prédire qui sera élu ou pas élu. De toute façon, tu vois, par exemple, dans mon livre, à la fin, Bayrou, il a 12%. Il s'appelle François Roubaix, ou Francis Roubaix, je sais plus quoi. Il a 12%. Donc je me suis bien planté à ce niveau-là. Je l'avais pas vu venir, celui-là, à ce niveau-là. C'est pas gagné. Ouais. Peut-être il fera 20 ou quelque. Enfin, moi, il est à 12. Donc je me suis planté. Donc je prétends pas avoir fait un travail de voyance et j'ai pas ce don-là. Mais par contre, je me disais, pourquoi faire gagner quelqu'un? Je veux dire, il faut que les gens puissent choisir. Après tout, moi, je crée un espèce de truc. Donc j'ai fait une fin interactive. Je crois que c'est la première fin interactive dans un livre où le lecteur a le droit de barrer le E de présidente pour en faire un président et il met son nom et puis voilà, il a un autre livre à la fin, c'est tout. Donc chers auditeurs, si vous voulez être président, lisez le livre, à la fin vous mettez votre nom. Oui, ou celui de qui vous voulez faire gagner, c'est très bien. On aurait dû prévoir une case même avec 3 petits points comme ça. Bon, alors on va revenir quand même sur l'ouvrage et le côté croustillant. C'est quand même l'envers du décor. On voit ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas quelles sont les scènes que tu as préféré écrire, où tu t'es dit ça, franchement, ce serait génial même d'un point de vue cinématographique? C'est une vraie question. Il y a une scène que j'aime beaucoup. C'est tout à fait à la fin du livre. À la fin, entre les 2 tours, il y a un débat qui est supposé se dérouler entre le candidat de droite qui s'appelle Frédéric Marconi et la candidate de gauche qui s'appelle Philippine Lebel. Et ce débat, à un moment donné, je me suis dit, mais je vais décrire un débat. Bon, les gens, ils en ont vu plein, des débats comme ça entre les gens. Alors, je ne l'ai pas décrit, j'ai décrit la répétition que fait le candidat de droite Marconi avec un conseil en communication venu exprès de Suisse, qui est un grand gourou de la politique et du conseil aux hommes politiques, et il lui fait répéter le débat. C'est-à-dire, il lui donne les pièges où va l'entraîner son adversaire et comment les déjouer. Et j'adore cette scène. Et puis le mec, en plus, je l'ai imaginé comme je l'ai imaginé suisse. Je sais plus pour quelle raison. Je l'ai imaginé. Quel est le Suisse qui m'amuse le plus? C'est Jean-Luc Godard, que je trouve un homme d'une présence absolument magnifique. Et donc je l'ai décrit physiquement comme Godard. Il parle comme Godard. Il a le même look. Il rit pas comme Godard. Et il a une distance comme Godard par rapport à tout ça, où à la fin, après avoir fait répéter Marconi et tout ça, quand Marconi reprend ses termes et il s'enflamme, il fait comme s'il était dans le débat, et à la fin, boum, il y a le Suisse qui lui dit j'espère que les Français vont gober tout ça. Tu vois, et je trouve cette scène au cinéma, elle aurait été magnifique, quoi. Et dis-moi, tu parles de Godard, en 68 t'étais Mao, toi? Moi, en 68, j'avais 18 ans. Non, mais vu que t'es pro-américain libéral, un peu, je me demande si t'étais pas Mao maintenant. Je devais être enrôlé à l'époque dans les grands mouvements libertaires, pseudo-hippies. Le maoïsme, à l'époque, c'était une chose assez bien vue.
oui. Mais je n'étais pas. J'étais dans une fac à Aix-en-Provence. J'ai jamais été dans des mouvements politiques. J'ai toujours une certaine méfiance quand je voyais les gens embrigadés derrière des mots d'ordre, en train de défiler sous des banderoles, avec des mecs qui crient dans des trucs. J'ai jamais aimé ça. Je me suis jamais senti proche d'une bande quelconque. Donc T'es pas un militant, quoi. Non, je suis pas militant et je suis pas prêt à m'engager comme ça facilement derrière des gens qui défilent. Enfin, si, je veux bien aller défiler pour m'insurger s'il y a des injustices terribles, choses comme ça. Ouais. Mais pas pour une cause politique aussi claire. Donc t'as jamais été encarté, pour être clair. Non. Ok. Bon, on ferme la parenthèse. Maintenant, on va parler un peu d'un livre qui a eu beaucoup de succès. C'est Sexus Politicus. Tu l'as lu ou pas, toi ? Écoute, j'en lis des passages de temps en temps. Parce qu'il traîne chez moi dans les chiottes, je crois. Ouais. Et de temps en temps, je l'ouvre et je trouve ça assez rigolo d'apprendre plein de choses. Je sais pas si elles sont vraies ou non. Ah bah, sur des témoignages. Hein, des interviews. Sur la vie sexuelle des hommes politiques, je trouve ça assez passionnant et je trouve ça intéressant de voir qu'ils ont une vie sexuelle assez fournie dans l'ensemble. Fournie, c'est le terme. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais personne ne dit rien sur le général de Gaulle. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, il est mort. Hein, mais bon. Non, mais il y a d'autres morts qu'on évoque, mais lui, c'est un saint, cet homme. Ouais. Non, parce que bon, tu sais, on dit en France, enfin, on dit pas qu'en France d'ailleurs, il faut faire la différence entre la vie privée, la vie publique. Alors toi, qui trouves ça intéressant, quel lien fais-tu, à ton avis, qui serait intéressant entre la vie privée des hommes politiques et leur vie publique? Moi, personnellement, je crois que contrairement à... Bon, il est normal qu'on mette des barrières, mais je crois que contrairement à tout ce qu'on dit, c'est intimement lié et que leur vie privée rejaillit énormément sur la façon dont les gens les perçoivent. Et du coup, je trouve que la pipolisation, d'ailleurs j'en parle dans le livre, la pipolisation de la politique n'est pas une chose inintéressante. J'ai beaucoup aimé... les réactions à l'affaire Lewinsky, par exemple. J'étais aux États-Unis à l'époque où Clinton a fait sa déclaration. Non, je n'ai pas couché. I did not have sex with this woman. Et j'ai beaucoup aimé ce moment. C'était un moment grandiose et j'étais très intéressé de voir les différences de réaction à cette affaire en France et aux États-Unis où on disait les Américains sont puritains et prudents. Ça n'a rien à voir. C'est des principes aux États-Unis. Le fait d'avoir menti, par exemple, le fait, tu vois, et nous on dit c'est parce qu'ils sont prudes, ils sont puritains, etc. Nous on est vachement libres, on l'est pas tellement plus. Mais je trouve très très intéressant l'interpénétration des deux. Et je trouve que faire une différence c'est un peu absurde et la pipolisation, je suis pas en train de défendre les journaux people. Je dirais, il y a rien de plus ennuyeux pour moi que ça. Et d'ailleurs, ils ont de la chance que la politique soit arrivée parce que sinon, t'imagines te taper des interviews de Laetitia Casta et de Michael Youn. Enfin, je veux dire, c'est déjà dur, c'est assez dur comme ça, quoi. Heureusement qu'il y a des gens de la politique qui arrivent pour les sauver, les trucs people, parce que sinon on s'ennuierait terriblement. Ouais, alors quand tu dis que la pipolisation des politiques est intéressante, le problème quand même, c'est que leur pipolisation, quand elle est choisie par eux, c'est un instrument de com. Or, si elle va pas dans leur sens, les mecs ils font interdire la publication. Tu vois, ils vont virer Genestar, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, tu parles de Sarkozy. Ouais. Je pense que tous les gens qui ont un pouvoir d'influencer leur business le font à tous les niveaux. Et un politique, sa vie, c'est une partie de son business. Sa vie publique, un homme public, ce qui apparaît de lui, c'est une partie de son business. Si demain on te dit... mais c'est comme disait Nietzsche, humain, trop humain, de son business. Non, mais ce que je trouve que c'est anormal de faire interdire quoi que ce soit, mais que les gens essaient de contrôler, surtout dans un domaine aussi sauvage et aussi nul, parce que j'ai eu, moi, à mon tout petit niveau, l'expérience de vivre des histoires de pipolisation. Je sortais avec une chanteuse connue dans les années 80. C'était qui? Et peu importe. Si, j'adore les chanteuses connues. Moi. Non, mais elle était connue à l'époque, elle n'est plus du tout. C'est en trois lettres, c'est ça? Non. On a été... on a subi des chantages de journaux comme Ici Paris, des trucs comme ça, où on a été obligé d'organiser un faux mariage, alors qu'on s'est pas marié, et où il y a les photos dans Ici Paris, il y a 6 pages de photos. Comment ça obligé? Alors je t'explique, si tu veux savoir comment ça fonctionne. Tu as un journaliste qui appelle, et il connaît la star en question d'habitude, et il lui dit voilà, on a des photos de toi
dans tous les sens avec ton mec. On fait un sujet et on raconte ce qu'on veut, ou alors on fait ensemble et vous contrôlez. La deuxième option est choisie forcément. Ah, ouais. Parce que moi j'étais, tu vois, qui la chanteuse ? J'essayais de. Tout le monde veut le savoir, je suis sûr. Mais non, parce qu'elle n'a plus le même nom aujourd'hui. Elle avait quel nom à l'époque ? Karen Cheryl, elle s'appelait. Oh là là, ah ouais. C'est une femme remarquable. Ah, mais, ravissante. Ravissante même. Karen, non, si mais tu nous écoutes. Bah non, elle fait de la radio maintenant, elle t'écoutera pas. Elle était à l'époque, au milieu des années 80, une star populaire, disons, tu vois. Et elle avait des émissions sur TF1. Elle a fait même une émission sur des jeux vidéo sur la 3, je m'en rappelle. Ah, peut-être. Je crois. Et donc, elle avait beaucoup de médiatisation. Et pendant 2 ans, on a souvent été en proie à des trucs comme ça. Maintenant, je peux te dire, là où je voulais en venir, c'est que c'est tellement compliqué de contrôler son image. Puis imagine à un petit niveau, imagine ce que c'est pour des gens comme des hommes politiques avec des fonctions, je veux dire, qui voyagent sans arrêt, qui sont vus dans des situations extrêmement différentes, avec des gens extrêmement différents. Il faut qu'ils fassent gaffe à tout, parce que tu imagines comment on peut déformer en quelques images. Tu vois, quand tu vois les montages il y a un truc sur Canal qui s'appelle le petit journal, je sais pas quoi, le soir, etc. Il te découpe d'un truc. Alors tu vois quelqu'un dans une situation, puis 2 minutes après dans une autre situation. Grotesque, mais tu peux rendre n'importe qui grotesque. Tu vas suivre quelqu'un pendant une journée avec une caméra, tu fais un montage, tu peux le rendre grotesque dans tous les sens. Tu peux le rendre le pire personne au monde. Tu vois. Alors, imagine qu'il y a une vraie tentation de contrôler un peu son image, c'est normal pour les politiques. Ça me paraît pas bon. Bon alors, en parlant d'image des politiques, je vais faire juste une parenthèse. J'ai fait ma première émission de télé en direct sur Direct 8 samedi dernier à 14h, et le thème du débat était la fidélité dans le couple est-elle nécessaire ? Et moi j'ai voulu politiser le débat en disant dès le début, mais pourquoi Nicolas Sarkozy n'est pas là ? Pourquoi Ségolène Royal n'est pas là ? Et là on m'a dit attendez, vous êtes trompé d'émission, etc. J'ai insisté, j'ai fait mais non, je suis désolé. On peut s'interroger sur un modèle de société qui prône comme ça la fidélité, qui par derrière faire autre chose. Et puis j'ai fait noter quand même que tous ces hommes politiques qui parlent de l'islam et qui vont dire la polygamie c'est quand même quelque chose de scandaleux, mais ce sont tous des polygames à chaque fois. Je pensais que c'était une contradiction à relever. Bon, suite à cette émission, la production est venue me voir à la première pause et on m'a quand même très clairement alors c'est un accident, je sais pas, mais là dans la tente je suis trempé. Nous sommes dans une tente et l'eau a coulé et nous allons faire une pause. Tu devrais te déplacer par ici parce que j'ai l'impression que ça. Non mais j'ai le cul. Ça rejaillit sur tes fils surtout là. Regarde, il y a la prise, tu vas faire gaffe, ça va tout. La prise là. Tu risques d'avoir un courju là. Ouais. Alors tu peux éteindre, c'est où ? Derrière, là où. Oui, de retour sur la RVL. Alors pour ce premier jour de printemps, on a eu toutes les intempéries possibles. Après l'orage, la pluie, on a été aspergé d'eau. Donc je vais reprendre mon fil. Donc comme je le disais, j'étais invité sur Direct 8. J'en étais au passage où je disais, je m'étonnais que tous ces hommes politiques qui critiquent l'islam, je ne suis pas musulman, je le rappelle pour les auditeurs, mais tous ces gens-là qui critiquent l'islam, la polygamie, c'était quand même amusant de relever cette contradiction que ce sont tous des, pour employer un euphémisme, des libéraux sexuels. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il y a eu une pause dans l'émission, la production est venue me voir d'un ton très menaçant. Mais vous croyez où si vous continuez à parler de politique, ça va très mal se passer. On va vous virer du plateau, etc. Donc après cette chose-là, j'ai décidé de révéler dès que l'antenne avait repris. J'ai dit, écoutez, dans ces conditions, je peux pas rester dans l'émission. On m'a parlé d'un ton que j'ai pas beaucoup aimé, donc je quitte le plateau. Et si je vous en parle, Pierre Maraval, c'est quand même qu'il y a des histoires de cul dans votre bouquin quand même. Alors est-ce qu'elles sont fantasmées de votre part, ou bien il y a une partie de fantasme, ou bien d'invention avec des choses qu'on vous a rapportées Toi, tu as l'air d'être assez précis en général, et là je trouve que tu fais une drôle de confusion entre polygamie et donjuanisme. Je vois pas vraiment que ça soit la même chose. C'est que la polygamie, ça engage plus quand même. C'est pas. Non, et puis c'est une structure dans l'organisation sociale très très différente. Le donjuanisme, bon.
c'est une organisation de la vie, la polygamie, très différente. Moi, je suis assez pour la polygamie. Je pense que les femmes devraient avoir plusieurs maris. Ça serait intéressant. Mais tu sais, hier j'ai interviewé, la polyandrie. J'ai interviewé Gabriel Cohn-Bendit, qui lui est un grand défenseur non de la polygamie, non du donjuanisme, mais des polyamoureux. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas polygamie des femmes, c'est-à-dire, on est amoureux de plusieurs personnes et on peut avoir une régulière entre guillemets à côté, mais elle accepte et le type accepte aussi qu'elle aille voir d'autres hommes et vivre d'autres choses, comme l'écrivaine Françoise Saint-Père d'ailleurs, qui était avec moi sur le plateau et qui m'a gentiment défendu pendant l'émission en disant. Sympa. Oui, elle était très sympa. Je la remercie d'ailleurs. Et donc pour en revenir à ma question, et à ton bouquin accessoirement. Tu parles d'histoires. Alors quel est l'intérêt selon toi de parler des histoires sexuelles de nos présidentiables ? Moi je trouve que le sexe dans la vie politique c'est quand même quelque chose qui semble important si on écoute ce qui se dit sur le sujet depuis toujours. Il y a un rapport sûrement entre le fait de vouloir conquérir le pouvoir et le fait de l'exercer dans une intimité plus ou moins fréquemment et d'une façon plus ou moins volage. Il y a sûrement un rapport. Donc ne pas en parler, ça me paraîtrait, dans une fiction où on peut apparemment tout se permettre, ça me paraîtrait délirant. Donc effectivement, mes personnages ont une vie sexuelle ou une absence de vie sexuelle en ce qui concerne le plus vieux, qui a une scène vraiment où ça bande pas trop, quoi. Quant aux autres, ils ont l'air d'être des chauds lapins. Ouais, enfin, on peut avoir une vie sexuelle sans bander, la preuve, on a des mains. Oui, non mais c'est ce que je dis, enfin, absence de vie sexuelle ou vie sexuelle, peu importe. Il n'y a pas que le coït dans la vie pour certains. C'est sûr, ils font ce qu'ils veulent. Non mais d'un seul coup, je vois un double sens à main basse sur l'Elysée. Ouais, elle remonte. En fait... on m'a déjà posé la question. Je les ai inventées, ces histoires. Moi, je connais pas la vie sexuelle du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Je la connais franchement pas. Gorge Profonde, on n'a pas parlé ? Non, elle abordait très peu le thème du sexe, si ce n'est. C'est une femme. Si ce n'est pour dire à quel point le sexe avait été utilisé dans des choses de la politique. Mais les scènes de sexe que j'imagine, je les ai totalement imaginées parce que je sais absolument pas quels sont leurs goûts, leurs pratiques ou j'en sais rien. Je trouve que ça serait amusant de le savoir, mais je ne le sais pas moi. Alors attends Pierre, donc c'est-à-dire que tout est inventé de A à Z. Sur les histoires sexuelles, oui, je sais pas. On t'a rien rapporté. J'ai lu des livres. Oui. Il y a des livres. J'ai lu un livre d'Éric Zemmour qui s'appelait Le Président, je sais plus comment ça s'appelait, où il parle d'un président qui apparemment doit être Chirac, où il raconte comme ça des voyages dans des pays exotiques, genre dans des pays africains, des trucs comme ça, ou politique avertie qui doit faire des voyages officiels avec des hommes politiques. Ça, moi, je ne sais rien. Hein, je suis pas journaliste, je suis pas écrivain, j'ai jamais été dans ces voyages-là. Donc, j'ai été à l'écoute de ce qu'on dit ou de la façon dont ça se passe. Et voilà. Donc, mais après, j'ai brodé. Je leur ai donné des situations et une vie sexuelle. Je suis incapable de prouver. Au resto, tu veux pas en parler ? Tu m'as raconté un truc au resto ? Lequel ? Un truc sur la police de la guéguerre entre Villepin et Sarkozy qui s'était développée sur un angle. Alors il y a des gens qui disent que lorsque la femme de Sarkozy est partie, c'est qu'elle l'avait trouvé en position chaude, elle l'avait surpris, etc. Et si elle avait été au courant, c'est qu'on l'aurait prévenu. Et si on l'avait prévenu, ça serait un coup bas qui aurait été mené depuis le ministère de l'Intérieur, où à l'époque était ministre Villepin. Ce genre d'histoire, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses, c'est invérifiable. Ça, c'est sûr. Sont des histoires que beaucoup de journalistes relaient. Moi, je pense que c'est par cette voie que j'ai dû la voir. Maintenant, je ne l'ai pas utilisée telle quelle. Je la resitue. Et dans une fiction, en m'inspirant de ce que j'ai entendu. Non, qui peut prouver que ça s'est passé comme ça, j'en sais rien. Hein. Moi, il y a pas de preuve. Mais c'est vrai que j'aime l'idée et ça m'a amusé, quoi.
Non, mais c'est un truc courant en politique française et je crois internationale de jouer sur, on va dire, ce qui est en dessous de la ceinture, pour employer une expression, chez les hommes politiques. Mais quand il y a une guéguerre, quoi. Comme on le disait tout à l'heure. Monica Lewinsky t'en parlait tout à l'heure. Oui, non, mais c'est pas autre chose, l'image, la vie privée, toutes ces choses-là qui ont une incidence de plus en plus grande sur la politique et les hommes politiques, il est normal qu'il y ait d'une part une tentative pour essayer de se protéger, mais d'autre part une tentative des opposants pour essayer de vous mouiller. Oui, je veux dire, tu vois, c'est bon. Si on se fait la guerre, parfois on se la fait vraiment. Ouais. Donc pourquoi on n'utiliserait pas ça si ça devient une arme de plus en plus forte? D'accord. En France, jusqu'à présent, on disait que bon, le sexe, quand on racontait, tu vois, les histoires, les Français, la gaudriole, ça les amusait plutôt qu'autre chose. Ils ont cette réputation-là. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, s'il y a des histoires de tromperie, des choses comme ça peut-être pas très très bonne image dans cette France soi-disant qui aime la gaudriole. Donc que les gens essaient de contrôler ça ou de l'exploiter autrement, ça paraît plausible. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas la preuve. Mais c'est surtout pas bonne image quand on se veut moraliste, en tout cas. Absolument. C'est plus cette contradiction-là. On se dit la personne, finalement, elle demande aux autres ce qu'elle fait pas elle-même. C'est peut-être plus là que c'est dérangeant, parce que on pense à Mitterrand, il y a quand même donc il y a l'affaire, l'une de ses affaires, quand il a eu sa fille avec une autre femme que celle avec laquelle il était marié. Il n'a jamais non plus tenu des propos moralistes sur les mœurs, on va dire. Enfin, moi, je lui connais pas de propos moralistes de ce genre. Alors que justement, quand Julien parlait de la polygamie qui était critiquée, on est face quand même à des propos moralistes pour dire, nous, on a une façon de fonctionner. Non, écoute, franchement, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes, etc. Je comprends très bien ce que tu dis, mais je vais te dire une chose. Moi, personnellement, le sexe, c'est une activité extrêmement présente, importante et durable dans ma vie personnelle. Je suis totalement opposé à la polygamie en tant que structure, règle d'organisation sociale. Ouais. Ça me fait pas de moi quelqu'un qui défend une morale particulière. Je trouve ça la polygamie telle qu'elle est organisée dans les pays qui la pratiquent ou dans les sociétés qui l'acceptent, des cultures qui l'acceptent, c'est quelque chose qui est machiste, qui va à l'encontre de la liberté des femmes. Ouais. C'est quelque chose de terrible. Moi, je suis pas évidemment que je la dénonce. La polygamie avec les nanas excisées, je peux comprendre le point de vue. Ouais, mais dénoncer la polygamie en général, ce n'est pas nécessairement faire une morale sur la sexualité. Je pense pas. Ouais. Je pense que ça serait une extension un peu. Je comprends ta précision. Je veux bien revenir sur le fait que j'ai un petit peu exagéré. Ça dit, j'insiste quand même. Dans une morale, dans des institutions qui sont, on va dire, des enfants de la morale judéo-chrétienne, tu peux pas me dire non plus que ce n'est pas lié. C'est-à-dire, il n'y a pas une hypocrisie. Ce que j'entends par là, le concept judéo-chrétien de la morale, c'est quand même rempli d'hypocrisie. Moi, je pense qu'on peut être contre la polygamie et défendre le libertinage. C'est très clair. Alors, on va finir un peu sur ton bouquin. Est-ce que Gorge Profonde t'a réécrit depuis qu'elle a lu ton bouquin ? Jamais. Gorge Profonde a disparu au bout de 6 mois. Ouais. Et les mails ont cessé et je n'ai jamais eu la moindre idée. Quel message tu lui adresserais aujourd'hui si elle nous écoute, Gorge Profonde ? Bah, je la remercierais parce qu'elle a créé dans mon livre, elle m'a obligé à créer un personnage qui rend le livre encore plus attrayant, il me semble. Et puis elle m'a donné des informations qui valent ce qu'elles valent, hein, mais je les ai utilisées avec bonheur en tout cas. D'accord, bon, pour se quitter, tu reviens du Cambodge là, hein. Ouais. Tu repars où après? T'es un grand voyageur toi, hein. Je vais au Canada. Tu vas au Canada, qu'est-ce que tu vas faire au Canada? Je vais faire une exposition avec 1000 femmes canadiennes. Mais je ne vais pas les épouser toutes. Pierre, merci. Je t'en prie. Merci. Ça va?